Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera des arguments cherchant à légitimer l'avortement. Nous emploierons une réflexion purement rationnelle et n'aurons recours à aucun argument de nature religieuse car cela n'est pas nécessaire. Cette vidéo sera construite en deux parties. Dans une première, nous expliquerons pourquoi les arguments de circonstance sont impertinents et ensuite, nous décrirons pourquoi l'embryon est un être humain digne de vie. Avant de commencer, rappelons en quoi consiste l'avortement dans la période des 3 premiers mois de grossesse. La vidéo du clinicien Anthony Levatino le schématise de façon très simple et vous pourrez la retrouver sur la chaîne Live Action. After administering anesthesia, the abortionist uses a speculum like this. This is placed inside the vagina and opened using this screw on the side, allowing the abortionist to see the cervix, the entrance to the uterus. The cervix acts as a gate that stays closed for the duration of pregnancy, protecting the baby until it is ready for birth. The abortionist uses a series of metal rods called dilators, like these, which increase in thickness, and inserts them into the cervix to dilate it, gaining access to the inside of the uterus where the baby resides. The baby has a heartbeat, fingers, toes, arms, and legs, but its bones are still weak and fragile. The abortionist takes a suction catheter like this one. This is a 14 French suction catheter. It's clear plastic, about 9 inches long, and it has a hole through the center. It is inserted through the cervix into the uterus. The suction machine is then turned on with a force 10 to 20 times more powerful than your household vacuum cleaner. The baby is rapidly torn apart by the force of the suction and squeezed through this tubing down into the suction machine, followed by the placenta. Though the uterus is mostly emptied at this point, one of the risks of a suction D&C is incomplete abortion, essentially pieces of the baby or placenta left behind. This can lead to infection or bleeding. In an attempt to prevent this, the abortionist uses a curette to scrape a lining of the uterus. A curette is basically a long-handled curved blade. Once the uterus is empty, the speculum is removed and the abortion is complete. Montrons quelques données statistiques qui pourraient nous être utiles. On sait qu'aux États-Unis, il y a environ plus d'1 million d'avortements par an, ainsi que plus de 200 000 en ce qui concerne la France. De plus, une étude montre qu'en moyenne, 50% des femmes qui avortent l'ont déjà fait une première fois avant. Partie 1. Les arguments de circonstance. Pourquoi les gens suivant passivement la position libérale pensent qu'aujourd'hui l'avortement est un acte totalement moral et légitime? Le problème central de cette pensée est l'argument de circonstance. Vous constaterez à longueur de temps que les gens invoquent toutes sortes de circonstances utilitaristes pour justifier la mise à mort d'un fœtus ou d'un embryon. Mais est-ce que le débat tourne vraiment autour de la circonstance? Absolument pas. Nous démontrerons que tous les arguments de circonstance ne sont valides que si on considère que l'embryon n'est pas un être humain, ce qui fait qu'ils détournent l'attention du véritable débat. Discutons quelques-uns de ces arguments. Certains pro-avortement vous diront que les enfants coûtent de l'argent et qu'il est tout à fait légitime d'avorter pour éviter des difficultés financières. Demandez à ces gens si un couple pauvre, ayant un enfant de 2 ans à sa charge, peut décider de ne plus le nourrir à cause de l'argent qu'il coûte. La circonstance invoquée serait exactement la même, la seule chose qui changerait étant la nature de l'enfant. Si les pro-avortements ne soutiennent pas de laisser mourir un enfant de 2 ans à cause de la pauvreté qu'il engendre, alors ce n'est pas la circonstance qui importe, mais l'humanité de l'enfant. C'est d'autant plus vrai quand on sait qu'il existe des alternatives, des aides et des organismes qui pourraient aider des parents dans de telles situations. Même le choix de confier l'enfant à un orphelinat serait moins immoral que le meurtre de ce dernier, car son droit à la vie aura au moins été respecté. Ce n'est pas non plus la solution pour les filles jugées trop jeunes. Ni sur le plan moral, car il doit encore une fois présupposer que l'embryon n'est pas comparable à un humain digne de vie, mais pas non plus sur le plan médical, quand les études scientifiques démontrent de façon consistante que l'avortement pendant l'adolescence et au début de l'âge adulte augmente fortement les risques de souffrir d'une maladie psychiatrique à l'avenir, contrairement à la naissance d'un enfant. Il en va de même pour l'argument de la surpopulation. Celui-ci prétend que l'avortement est une bonne chose car il limite la surpopulation actuelle, en admettant que les pays qu'il pratique en masse souffrent d'un vrai problème de surpopulation. Ce qui reste à prouver, cet argument n'est pas pro-choix mais pro-avortement. Or, personne n'oblige à avorter en raison de la surpopulation. Cette circonstance n'a donc pas de poids sur la valeur de la vie, surtout quand on sait que les femmes qui avortent pourront toujours faire des enfants à l'avenir. Il ne justifierait pas non plus de tuer un enfant de 2 ans sous prétexte qu'il serait une bouche de plus à nourrir. Pourquoi? Parce que l'on considère un enfant de 2 ans comme un être humain digne de vie. Il faut donc débattre de si l'embryon en est un, pas si la circonstance démographique est favorable. Un autre argument évoque le cadre privé de ce choix. Comme si parce que l'avortement ne regardait qu'une femme et son clinicien, il ne pourrait pas être discuté par des personnes externes. Rien de plus absurde car la loi s'applique également dans le cadre privé. Une mère ne peut pas forcer une chirurgie plastique sur son enfant ou encore l'euthanasier sous prétexte que c'est un choix purement privé. Cela ne fait aucun poids sur sa légitimité. Il en va de même pour l'excuse du vécu. Tuer un bébé n'est pas justifié par un vécu difficile.
La question est alors de savoir si le fœtus et l'embryon valent autant qu'un bébé. Le même raisonnement s'applique pour ceux qui voudraient interdire aux hommes de s'exprimer sur la question. Non seulement il est douteux car le père est aussi concerné par la vie de l'enfant, mais en plus de cela, la légalité et la morale ne dépendent pas des hommes ou des femmes. Lors d'un procès, un juge peut être masculin et juger une coupable féminine et inversement parce que la loi ne fait l'exclusivité d'aucun genre. Cet argument nuit en réalité à la cause pro-choix, car il impliquerait que sa justification n'est pas rationalisable et seulement relative aux émotions subjectives des femmes. Cela est aussi lié à l'argument de la propriété du corps. Vous avez tous déjà entendu quelques féministes très peu renseignés sur le sujet vous dire qu'une femme peut librement disposer de son corps, ce qui justifierait l'avortement. Je dis quelques parce qu'il existe depuis longtemps des féministes anti-avortement. Rappelons déjà que le droit de disposer de son corps est assez relatif. Consommer de la drogue dure ou vendre ses propres organes est une façon de disposer librement de son corps, mais ça ne veut pas dire que c'est légal ou moral. La morale n'est pas seulement une relation à autrui, mais aussi une relation à soi-même. De plus, cet argument ne peut être valide que dans l'hypothèse où le fœtus n'a pas son propre corps, mais soit une partie du corps de la mère, ce qui est biologiquement faux, comme nous le verrons dans la seconde partie. Enfin, si un bébé demeure bien dans la propriété de sa mère, ça ne donne pas à cette dernière un droit absolu de vie ou de mort sur lui. Cette circonstance justifierait l'avortement sur toute la période de la grossesse, et même pendant l'enfance, dans la mesure où la maison de la mère était également sa propriété. Ne nous laissons donc pas enfumer par le mensonge selon lequel il serait question des droits de la femme et non des droits de l'enfant dont la vie est en jeu. Il y a aussi l'argument du violoniste de Thomson. Sans refaire tout le scénario, cet argument stipule qu'un fœtus serait comme un violoniste sur le point de mourir, auquel on aurait branché la mère de force pour le garder en vie. L'avortement serait alors comme le droit de se débrancher de ce violoniste malgré qu'il en mourra. Sauf que cet exemple souffre de beaucoup de failles. Premièrement parce qu'en dehors des cas de viol, la mère a toujours une part de responsabilité dans l'existence du fœtus. Deuxièmement parce que le fœtus ne s'est en rien introduit à son insu. Il est l'effet innocent et naturel d'une fécondation. La responsabilité morale ne lui revient donc pas, car il subit la situation à son insu de façon égale à la mère. Par ailleurs, le fait qu'il soit l'enfant de cette dernière donne malgré tout un minimum de devoir envers lui, tout comme le père biologique a un devoir envers son enfant. L'avortement ne serait pas comparable non plus à un débranchement, mais plutôt à un empoisonnement ou à un coup fatal porté au violoniste, car la mort du fœtus n'est pas une conséquence fortuite de l'avortement. Une analogie plus correcte serait celle d'un enfant qui s'accrocherait à nous pour ne pas tomber d'une falaise, et qu'on jetterait volontairement, bien qu'il aurait été parfaitement possible de la grimper avec lui, simplement parce qu'on n'avait pas prévu de le faire. Cette situation serait impossible à légitimer, surtout dans le cas d'un enfant sans défense. Il faut donc là encore supposer qu'il n'en a pas la valeur, ce que nous verrons en seconde partie. Un autre argument invente lui aussi une histoire hypothétique. Il nous demande dans le cas d'un incendie de choisir entre sauver la vie d'une petite fille ou d'une centaine d'embryons. L'idée est qu'instinctivement nous serions enclins à sauver la petite fille et donc on admettrait par là que les embryons n'ont pas la même dignité. Mais cette histoire est complètement hors de propos. D'une part parce que l'avortement n'est en rien un choix entre deux vies. On ne tue pas une vie pour sauver l'autre car il existe des alternatives pour que les deux vivent. L'avortement n'est donc jamais une obligation médicale, comme l'ont rappelé près de 1000 docteurs et cliniciens ayant signé la déclaration de Dublin à ce propos. Ensuite, l'instinct et les émotions en situation de panique ne définissent pas la nature d'un embryon. En réalité, même si l'émotion plus visible d'une petite fille pencherait en sa faveur, et peut-être aussi le fait que ces embryons ne s'exposeraient pas à d'aussi grandes souffrances, cela n'indiquerait rien sur le plan rationnel. On pourrait faire la même comparaison avec une petite fille et disons un homme inconnu qui survivrait à l'autre bout du globe. La distance émotionnelle ne suffirait pas à nier son humanité. Certains vous diront que si on ne légalise pas l'avortement, alors l'avortement sera appliqué dans des circonstances plus dangereuses. Mais cet argument ne serait valide que si l'avortement était moral en premier lieu. En dehors de ce présupposé, il perd tout son sens. Par exemple, le meurtre d'un homme est considéré comme immoral, pourtant les meurtres arriveront même si on les interdit. Parfois, les meurtriers mettent leur vie en danger pour commettre leurs crimes. Est-ce une raison de légaliser le meurtre médicalement sécurisé ? Absolument pas. Et c'est pareil pour l'avortement. Tuer un humain n'est pas plus moral quand on le tue sans risque. Il faut d'abord savoir si le fœtus est un être humain ou non avant d'employer un tel argument. Il est d'ailleurs très peu probable qu'il y ait statistiquement autant d'avortements clandestins qu'en clinique et que la légalisation ait pu permettre de les réduire. Une estimation aveugle de 250 000 avortements clandestins en France avant sa légalisation s'est vue rapidement discréditée et réfutée. La réalité tend plutôt à l'effet inverse. Les avortements clandestins aux USA étaient environ 10 fois moins nombreux que les avortements en clinique à l'heure actuelle. Ils ont donc explosé. En plus de cela, si les avortements clandestins ont diminué, ils ont aussi continué. Par ailleurs, le taux de mortalité dû à l'avortement a toujours été faible en proportion. Il n'impacte probablement pas non plus le taux de mortalité féminine, qui a largement diminué dans des pays qui l'interdisaient. De fait, il n'y a pas de raison logique de penser que l'interdiction de l'avortement causerait les avortements clandestins. Ce serait comme dire que c'est la faute de la loi si les crimes arrivent en cachette parce qu'elle les a interdits au lieu de les faciliter. Les pro-vie s'opposent à toute forme d'avortement, clandestin ou non.
Faire prendre conscience de la gravité de cet acte et prendre en charge les personnes qui risquent de le commettre ne peut être que la meilleure solution pour qu'il cesse. Il y a aussi l'argument de la maladie génétique. Selon cet argument, il serait normal d'avorter pour éviter à l'enfant de subir une vie dans laquelle il serait malade ou plus largement souffrirait. La plupart des estimations donnent un taux élevé d'avortement des enfants trisomiques. Mais le problème est encore le même. Admettons qu'un enfant a un grave accident et est hospitalisé. Nous savons que si on le soigne, il devra vivre le restant de ses jours avec ses troubles incurables. Serait-ce normal de lui refuser les soins parce qu'il souffrirait après de ses lésions? L'enfant en question reste un humain digne de droit et nous devons déterminer si c'est aussi le cas du fœtus. D'ailleurs, l'idée qu'une vie serait mauvaise ou aurait moins de dignité qu'un enfant en bonne santé est totalement subjective. Il ne peut pas être décidé à la place de quelqu'un d'autre, encore moins par une naïve prédiction de voyant. Pour ce qui est des trisomiques, on trouve dans certaines études 97% d'entre eux se déclarant heureux. La qualité d'une vie est d'une relativité telle qu'on constate dans le monde des avortements utilisés pour ne pas avoir de filles. Un argument plus sérieux est l'argument du viol. Rappelons que les cas de viol constituent pour les meilleures estimations environ 1% des avortements. Cet argument ne justifierait alors qu'un seul % des avortements et laisserait illégitimes les 99 autres. Mais même si cette situation est terrible et nécessite des mesures non seulement de soutien pour la victime mais aussi de sanctions pour le coupable, la circonstance ne suffit pas à justifier de tuer le fœtus. Par exemple, le fait de savoir qu'un enfant est issu d'un viol et n'est pas désiré ne donne pas les droits de sa mère de le tuer, même si elle a sa vie à charge. Cela nous ramène encore au véritable débat, savoir si un fœtus a la même nature humaine qu'un enfant. Ajoutons qu'en plus de cela, personne ne soutient la condamnation à mort du violeur, alors que contrairement au fœtus qui est totalement innocent, le criminel en est la cause directe. Cette arbitrarité n'est pas rationnelle. Il existe de rares cas où la vie de la mère est mise en danger par l'accouchement. Cet argument défend lui aussi très peu d'avortements, mais il n'est pas sans compromis. D'une part parce que nous savons que le fœtus est viable à partir d'environ 6 mois avec nos moyens actuels. On pourrait alors tenter de le faire naître par césarienne, ce qui éviterait à la mère les risques de l'accouchement. Cela non seulement assurerait la survie de la mère, mais en plus donnerait des chances au fœtus. Et si cela échoue, ce ne serait pas immoral car on aurait au moins tenté de le sauver. Cependant, dans un cas encore plus rare, qui se nomme grossesse ectopique, la nidation se forme dans la trompe de Fallope ou d'autres lieux inappropriés. Ici, l'embryon a d'infimes chances de survivre, tout en risquant considérablement la mort de la mère. Toute tentative de soin à ce jour engendrerait la mort de l'embryon. Cependant, ici, ce n'est pas la vie de l'embryon qui est visée par l'acte, mais le soin du problème organique. Ce qui n'est pas un avortement, comme rappelé par la déclaration de Dublin. La mort de l'embryon n'est qu'une conséquence externe inévitable et non intentionnelle, ce qui l'empêche d'être immoral. Il y en a sûrement d'autres, mais nous pensons avoir traité l'essentiel. La vérité, c'est que ces circonstances sont toutes valides dans l'hypothèse où l'embryon ou le fœtus n'est pas un être humain. Personne de sensé ne donnerait de telles circonstances pour tuer un nouveau-né ou encore un enfant de 2 ans. C'est donc que ces circonstances n'ont rien à faire dans le débat. Si l'embryon est autant un être humain digne de vie qu'un enfant de 2 ans, ce qui est la position pro-vie, aucune de ces situations ne peut justifier rationnellement de le tuer. La véritable question est donc la suivante. L'embryon est-il un être humain et pourquoi lui donner la même valeur qu'un enfant? Partie 2. L'embryon est un être humain. Avant toute considération, commençons par affirmer un fait scientifique. L'embryon constitue l'être humain à son premier stade de la vie. C'est une chose affirmée par les spécialistes en embryologie. On peut lire par exemple dans le livre d'embryologie humaine et tératologie que la fécondation est un repère critique en raison du fait qu'un organisme humain génétiquement distinct est formé. On lit aussi dans L'humain en développement, embryologie orientée vers la clinique, que le développement humain commence à la fécondation. En fait, à peu près n'importe quel livre à ce sujet situerait le développement humain à ce stade-là. Il s'ensuit logiquement qu'une fois que la fécondation est faite, tuer l'embryon est tuer un être humain au tout début de sa vie. Mais certains disent que l'embryon ou le fœtus n'est pas encore en vie. Cet argument est très vite balayé par une simple réflexion. Nous savons que l'embryon est un organisme humain, c'est-à-dire qu'il peut se développer et se reproduire dans le bon environnement. S'il n'était pas vivant, il serait incapable de telles prouesses et surtout, on ne chercherait pas à le supprimer. Il suffit de se demander ce qui arrive à l'embryon ou au fœtus lorsqu'on l'avorte. Les scientifiques ont constaté d'ailleurs les premières activités nerveuses à partir de 6 semaines et 3 jours, avant le stade fœtal et bien avant la limite française. Mais le plus intéressant, ce sont les arguments qui tentent de déshumaniser l'embryon. Certains disent que l'embryon serait comme un embryon animal. En effet, ce sont visuellement les mêmes et leur structure est similaire. Seulement, un biologiste ne vous confondra jamais un embryon humain et l'embryon d'un poisson. Pourquoi? Parce que l'embryon humain a un ADN humain, unique, des parents humains, qui n'a pas les propriétés biologiques d'un poisson et ne les aura jamais. Il n'y a aucune ambiguïté même à ce stade de la vie. Il s'agit bien d'un être humain. Certains poursuivent en disant que les pro-vie sont hypocrites car ils ne sont pas véganes antispécistes. D'une part, même s'ils étaient hypocrites, cela ne démontrerait pas qu'ils ont tort car un meurtrier peut dire avec raison qu'un meurtre est mal.
Mais de toute façon, les droits de l'homme sont relatifs à l'humain. On n'a donc pas besoin d'attendre des lions et de leurs proies qu'ils soient soumis aux mêmes droits, ni ne les respectent, pour défendre celui des hommes. Ce serait simplement hors sujet. Il n'y a pas d'incohérence entre le spécisme et la défense des droits exclusifs à l'homme. Selon certains, l'embryon serait égal à un spermatozoïde. Rien de plus faux. Une erreur que font souvent les pro-avortements, c'est de ne pas faire la part entre un organisme qui est un tout et la cellule d'un organisme qui est la partie de ce tout. Le spermatozoïde fait partie du corps de l'homme, qui est un organisme complet. Tuer un spermatozoïde n'est pas tuer un humain, car il n'est pas un organisme à lui seul. A l'inverse, l'embryon est un organisme unique. Il n'est pas une partie d'un corps, mais un corps propre à lui-même. Le spermatozoïde ne se développera jamais ni ne se reproduira avec les bons nutriments. L'embryon, si. Scientifiquement, nous savons que l'embryon a déjà une certaine autonomie vis-à-vis de la mère et agit même activement pour survivre indépendamment d'elle. Cette réponse est valable pour ceux qui disent que l'embryon est un simple amas de cellules, car tout humain forme un ensemble de cellules de la même façon. Ou encore, on dit que l'embryon ne serait qu'un simple parasite. Cet argument est basé sur le fait que l'embryon survit grâce aux ressources de sa mère. Mais cela est aussi vrai au stade embryonnaire qu'à la naissance. En fait, tout nouveau-né est dépendant des ressources d'autrui. Malgré tout, il est parfaitement différenciable d'un parasite étranger, bactériel, pour les mêmes raisons citées précédemment, son humanité biologique intrinsèque, et le fait qu'il est bien la progéniture de deux parents. Si on pouvait le traiter comme tel, alors on pourrait aussi traiter un bébé, un handicapé ou un miséreux comme tel pour leur dépendance. C'est totalement arbitraire. Par ailleurs, parler de parasite est un contresens scientifique. On sait que l'embryon n'absorbe pas passivement les nutriments de la mère comme si c'était à son détriment. Le placenta se développe spécifiquement pour trouver un équilibre entre les ressources et assurer une coopération entre l'organisme de la mère et celui de sa progéniture. On dit aussi que l'embryon ne serait pas un humain, mais simplement un humain potentiel. Cette affirmation repose sur des critères parfaitement arbitraires, car pour être un humain potentiel, il faut savoir à quel moment on le devient. Mais la vérité est que biologiquement, il n'y a pas de rupture spécifique après la fécondation. Cet organisme humain, avec son ADN unique, reste le même depuis l'embryon jusqu'à la mort. Tout ce qui fait de l'humain un être humain est contenu dans cet embryon. La seule chose qui change est dans le stade de développement qui n'est jamais rompu, même après la naissance. Ils seraient tout au mieux des adultes potentiels. Certains voudraient nous faire croire que le stade fœtal le rendrait finalement humain. Mais déjà, le stade fœtal commence à la 8e semaine, alors que la loi française limite l'avortement à la 12e. Mais comme le dit bien l'embryologie humaine de Larsen, cette limite est arbitraire, car nous savons que les organes ne sont pas finalement constitués. Par exemple, le cerveau n'est pas du tout terminé à la naissance, ni les organes reproducteurs, et pourtant, nous savons que le nouveau-né est humain, peu importe son degré de développement. Face à l'échec scientifique auquel fait face le pro-choix, celui-ci a recours à des arguments philosophiques. En effet, si l'humanité aux sciences scientifiques et biologiques ne peut pas justifier l'avortement, étant donné qu'elle débute dès la fécondation, alors il faut nécessairement définir l'humanité de façon philosophique. Et comme nous allons le voir, chaque argument qu'ils utilisent pour ôter l'humanité du fœtus est d'une arbitrarité sans nom. Stephen Schwartz, dans son livre sur la question morale de l'avortement, décrit ce qu'il appelle le test SLED. Celui-ci renvoie aux 4 critères qui différencient l'embryon d'un homme adulte. Il s'agit de la taille, du niveau de développement, de l'environnement ainsi que la dépendance. Le problème, c'est que tous ces critères sont arbitraires, extrêmement variables, et que les hommes sont loin d'avoir des degrés communs de chacun de ces critères. Une petite taille ne rend pas moins humain qu'un autre. Un bas niveau de développement ne rend pas non plus inhumain. L'environnement, la vie intra-utérine ne rend pas inhumain non plus, car le bébé tout juste né a bien plus en commun avec le fœtus dans l'utérus qu'avec l'homme adulte. Il ne devient pas humain comme par magie en sortant du ventre de sa mère, car cela n'implique pas de changement physique fondamental. Enfin, la dépendance qui a déjà été discutée précédemment concerne tout aussi bien l'embryon que le nouveau-né. Nous comprenons donc bien que tous ces critères qui s'expriment en termes de degrés sont arbitraires car personne ne les a à niveau égal. Cela est valable pour la couleur de peau, le niveau d'intelligence, le genre, etc. Avec des critères arbitraires, nous pouvons justifier le meurtre de bien des humains, comme l'ont fait certains esclavagistes. L'accepter pour l'avortement est donc irrationnel et justifie la déshumanisation de n'importe quelle catégorie de personnes. Certains font exactement cette erreur en parlant de la conscience de l'embryon. Mais déjà, l'expérience consciente est un concept dont la base neurologique n'est pas claire et qui ne peut être testé qu'indirectement. D'ailleurs, il y a plusieurs divers degrés de conscience. Certains animaux ont probablement une conscience perceptive plus élevée que les nouveau-nés. Or, ça n'enlève rien à l'humanité aux nouveau-nés dont le meurtre est interdit. Peut-on dire que l'embryon devient un humain au tout premier stimulus ressenti ? C'est là une exigence arbitraire. Pourquoi pas deux ? Pourquoi pas une certaine forme de stimuli, en sachant qu'il est impossible d'identifier le premier stimulus conscient à une date précise ? Et s'il s'agissait d'une conscience plus rationnelle, une conscience plus philosophique de soi poussée ou une conscience morale, cette limite tomberait bien après la naissance et cela justifierait de déshumaniser des bébés. Enfin, les patients dans le coma qui perdent la conscience ne peuvent pas être tués gratuitement, quand bien même ils ne ressentiraient rien. Ils restent des êtres humains, conscients ou non, ressentant la douleur ou non. Cela veut dire que leur dignité d'humain ne dépendait pas de ce critère.
Cela est toujours vrai pour ceux qui utilisent la conscience passée du comateux, car si la propriété est passée, cela prouve précisément qu'elle a cessé d'exister sans l'humanité. La temporalité est d'ailleurs arbitraire. L'embryon aura toujours une conscience future qu'on pourrait exploiter pour les mêmes justifications. D'autres disent que l'enfant doit avoir un cœur qui bat. Mais déjà, si l'embryon n'a pas encore besoin de cela pour se développer et vivre, ça n'a aucun intérêt de lui exiger. D'autant plus qu'il est bien prédisposé à développer un cœur dont les cellules seront toujours basées sur le même organisme humain. De toute façon, le cœur commence à battre vers 21 jours. Il faudrait donc revoir les limites françaises à la baisse. L'argument est aussi valable pour le fonctionnement des poumons. L'embryon reçoit de toute façon déjà de l'oxygène par le placenta, il n'a donc pas encore de raison d'utiliser ses poumons. Mais tous ces arguments qui se basent sur la présence ou non d'un organe terminé n'a aucun sens. Pourquoi ces organes-là et pas les organes génitaux ou le cerveau? Après tout, ces derniers ne se finissent que bien longtemps après la naissance. Il y a un argument selon lequel il ne serait pas humain car il n'en a pas l'apparence, comme si l'apparence d'un être humain n'était pas différente chez chacun et ne pouvait pas changer. De toute manière, même avoir une apparence déformée n'enlève pas l'humanité d'un individu. L'apparence est donc un sophisme semblable à la déshumanisation des Africains par certains esclavagistes. Un autre argument nie l'humanité de l'embryon car on considère qu'il y a deux humains une fois qu'ils se divisent dans le cas des jumeaux monozygotes. L'argument pose déjà le postulat douteux selon quoi un individu ne pourrait pas être divisible, ce qui est pourtant vu par exemple chez les vers, qui peuvent faire naître deux individus en sectionnant une partie. Le clonage fonctionne de la même façon en substituant le tissu d'un individu pour en créer un autre. Tout humain étant potentiellement clonable, ce ne saurait être un critère d'inhumanité. Pour le jumeau, on pourrait aussi considérer qu'il y a simplement un organisme en engendrant un autre, sans impliquer la perte du premier, ce qui est biologiquement comparable à la reproduction ou à la parthénogenèse. Si cela voulait dire que l'embryon n'était pas un humain avant qu'il y en ait deux, étape qui n'existerait que pour les jumeaux, alors les non-jumeaux sans étape intermédiaire ne deviendraient jamais humains. Pourtant, biologiquement, on ne peut pas dire qu'un embryon seul n'est pas un humain à son premier stade de vie. Les critères s'énumèrent, mais tous sont d'une arbitrarité malhonnête. Certains, face à l'incapacité de rationaliser les critères choisis, pensent pouvoir les utiliser par accumulation. Comme si un critère invalide ajouté à un autre critère invalide rendait les deux valides. Mais 0 additionné à 0 ne donne pas 1. Le nombre de critères serait d'ailleurs lui aussi arbitraire. Enfin, certains cherchent à dire qu'on ne peut simplement pas définir objectivement l'humanité, et qu'on ne pourra donc jamais être sûr de cela. Sauf que cet argument va dans le sens de la cause pro-vie. Parce que si dans le doute d'une action nous avions 50% de chance de commettre un meurtre, alors que d'autres alternatives s'offrent à nous, il serait lourdement immoral de prendre le risque. Concluons à présent notre démonstration. Tout argument de circonstance qui invoque un utilitarisme ou un sensationnalisme quelconque pour autoriser la mise à mort d'un enfant dans le ventre de sa mère n'est qu'une diversion pour écarter les gens du véritable débat. Si ceux qui les utilisent ne sont pas prêts à utiliser les mêmes circonstances pour justifier de tuer, par exemple, un enfant de 2 ans, c'est bien parce qu'ils savent que ces arguments ne seraient pas valides si le fœtus avait autant de valeur humaine, ce qui est précisément ce que pensent les pro-vie. Le débat est donc de savoir s'il est autant humain. Oui, il est vraiment humain comme vous et moi. C'est un fait non seulement biologique, étant donné qu'il est un organisme unique, avec un ADN unique, comme tout humain sur Terre, mais également philosophique, étant donné que les critères qu'on cherche à donner pour le dissocier de l'humain sont parfaitement arbitraires. Si on acceptait de baser nos lois sur l'arbitrarité, alors on se rendrait intellectuellement complice de toutes les idéologies qui proposent avec les mêmes méthodes leurs propres critères arbitraires. La couleur de peau pour les esclavagistes, la qualité génétique pour les nazis, etc. On ne peut donc pas reposer sur eux. Les gens qui acceptent ces arguments sont soit des sophistes, qui ne cherchent pas à aller au bout de leur raisonnement, le sachant instable, soit ce sont des gens qui ignorent toute la morale et oublient la raison pour laquelle le meurtre est interdit au sein de la société, quand bien même nous aurions des sacrifices et des efforts à faire pour sauver les êtres innocents et sans défense. Mais il serait trop long de nous étendre sur le contrat social entre les êtres humains ou la loi naturelle. Si les pro-choix acceptent l'arbitrarité totale de leur position, ils acceptent alors la validité de tuer un nourrisson ou un enfant de 2 ans pour les mêmes excuses. Certains relativiseraient en se disant que de toute façon cela n'arrivera pas, mais ce sont en réalité des propositions éthiques sérieuses qui ont déjà été émises et qui pourront parfaitement l'être à l'avenir. Cette vidéo est à présent terminée, abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos traitant de ce type de questions. Soyez bénis et allez en paix.